Bonsoir à tous, début d'une nouvelle semaine d'information locale sur TV 78. Nous sommes le lundi 27 mai, voici les titres de ce journal. Le verdict des élections européennes dans le département, la liste La République En Marche Modem arrive en tête devant Europe Écologie Les Verts et le Rassemblement National. 3 Yvelinois deviennent députés européens, Mathilde Androuet, Mounir Satouri et François-Xavier Bellamy, analyse et réaction à suivre. Une première marche pour le climat à Saint-Quentin en Yvelines. Samedi, elle a réuni près de 300 personnes dans les rues de l'agglomération. C'était à l'invitation de 48 associations locales au lendemain de la grève mondiale des jeunes. Et puis retour sur les résultats sportifs du week-end au Vélodrome National, les championnats de France de gymnastique par équipe et une montée pour Trappes en football. C'est à la fin de cette édition. À suivre également tout à l'heure, quelle stratégie pour les zones commerciales de Morpas et Coignères. Élément de réponse avec mon invité Grégory Garestier. Mais tout de suite, j'accueille un premier invité sur ce plateau, c'est Stéphane Manson. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de droit public à l'université Versailles-Saint-Quentin et Sciences Po Saint-Germain. On va commenter avec vous ces résultats des européennes. Également Nicolas Dandry, bonsoir. Bonsoir Grégory. De la rédaction de TV 78, dans un instant, les résultats de ce scrutin dans les Yvelines et vous nous livrerez également quelques réactions. Un mot d'abord sur les résultats au niveau national. C'est le Rassemblement National qui arrive en tête de ces élections européennes. La liste conduite par Jordan Bardella a recueilli 23,3% des voix. C'est presque un point de plus par rapport à la candidature Renaissance de Nathalie Loiseau qui regroupe La République En Marche et le Modem, 22,4%. Les deux mouvements en tête auront respectivement 22 et 21 sièges au Parlement européen. Troisième de ce scrutin, une surprise avec le score de 13,5% obtenu par Europe Écologie Les Verts, mené par Yannick Jadot. Suivent les Républicains de l'Yvelinois François-Xavier Bellamy, la France Insoumise et également la liste Place Publique Parti Socialiste. Les autres candidatures dont Debout la France, Génération, l'UDI ou encore le PCF n'obtiennent aucun siège au Parlement de Bruxelles et Strasbourg. Stéphane Manson, le Rassemblement National et La République En Marche largement en tête. On peut y trouver un point de stabilité après les élections présidentielles de 2017. Finalement, deux forces qui sont largement en tête devant les autres. Un point de stabilité, alors provisoire, si vous voulez. Je crois que ça confirme. J'ai trop entendu hier soir. Ça y est, la vie politique française est bipolarisée de nouveau, mais pas comme elle l'était avant les présidentielles et avant les européennes. J'irai pas jusque là. Simplement, les choses se décantent. Après la lente décomposition du paysage politique français jusqu'en 2017, la recomposition est à l'œuvre. Elle n'est pas achevée. Si vous additionnez les deux. Les scores obtenus par les deux listes, on n'est pas à 50%, on est aux environs de 45% du corps électoral, pour un scrutin d'une nature tout de même assez particulière. Donc il ne faut pas en tirer des conclusions hâtives, mais les choses commencent à se dessiner peu à peu. On voit quand même que, et c'est à l'avantage de chacun des deux d'ailleurs, de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron, que les choses tendent tout de même à se polariser autour de ces deux forces, oui. Et on en avait parlé ensemble sur ce plateau. Derrière, on a encore l'impression d'un certain chamboule-tout avec qui s'est produit au présidentiel. LR qui fait son plus mauvais score qui fait son plus mauvais score sur l'histoire, sur une élection nationale, 8,2%. Le PS qui est à 6,4%. On parlait peut-être d'un retour du clivage droite-gauche sur cette élection. Finalement, ça ne s'est pas produit. Non, ça ne s'est pas produit. Et d'ailleurs, à l'image, plus ou moins, mais de ce qui s'est passé dans pas mal d'États européens. Je ne dis pas que le clivage droite-gauche est voué à disparaître totalement et partout, mais en tout cas, là, on l'a clairement senti dépassé et assez vieilli, si vous voulez, une espèce de clivage un peu du XXe siècle. Et sur cette élection, une surprise, la 3e place d'Europe Écologie Les Verts. Alors comment on peut l'expliquer? On entendait dans les différentes réactions hier sur les antennes que finalement les écologistes sont ceux qui travaillaient le mieux au Parlement. Ils connaissent leur dossier. Est-ce qu'il y a aussi, ça c'est aussi un motif d'explication, l'inquiétude des jeunes face à l'urgence climatique qui peuvent aussi expliquer ce bon score d'Europe Écologie Les Verts? Je pense que les deux arguments que vous évoquez sont assez justes. Il est de notoriété publique que les écologistes se consacrent de manière très sérieuse à leur mandat européen lorsque celui-ci leur est confié. Les statistiques le montrent. Les écologistes sont très présents, font beaucoup de propositions et de manière assez constructive.
Et cela s'est su, et tant mieux, c'est une prime aux élus qui vraiment travaillent. Je ne dis pas que les élus ne travaillent pas, mais en tout cas, parmi les représentants que la France envoie à Bruxelles, certains ont d'ailleurs été réélus, il y aurait beaucoup à dire. Et puis, on sait que c'est aussi le vote de la jeunesse. Alors, le vote de la jeunesse au regard d'une prise de conscience, d'une inquiétude sans doute, mais d'une très forte prise de conscience des enjeux climatiques. On dit toujours que le corps électoral préfère l'original à la copie. Tous les partis, toutes les formations s'affichent comme étant plus ou moins écologistes. Là, on s'est tourné vers l'original. Et j'ajoute que le scrutin européen est traditionnellement favorable aux écologistes. Souvenez-vous, en 2009, Cohn-Bendit avait fait 16%. 2014, 9, c'était plutôt un mauvais score. Là, on retrouve un étiage qui est un très bon score, mais il y a eu mieux. Alors l'autre surprise de ces européennes, c'est la participation. On l'annonçait basse, elle a été finalement supérieure à ce qui avait été annoncé. Le taux de participation en France s'établit à 51%, une tendance similaire à celle de 1994 qui était autour de 52%. Dans les Yvelines, c'est également du jamais vu depuis 25 ans. Participation pour ces élections européennes de 53,92%, presque 8 points de plus par rapport au scrutin de 2014. Comment on peut l'expliquer, cette forte participation? Est-ce que les Français se sont saisis du sujet européen, ou on peut expliquer finalement que c'est un vote de sanction sur la politique d'Emmanuel Macron? Non, ça je ne le crois pas. Je pense que le Brexit a joué quand même un rôle extrêmement important. C'est la première fois en 40 ans qu'au moment d'un scrutin européen, une telle configuration se déroule. Et évidemment, l'image renvoyée par le Brexit a sans doute, ce ne sont que des hypothèses, mais a sans doute justifié, motivé une partie assez forte de l'électorat qui s'est dit, finalement, voilà, on peut pas laisser les choses se faire. Il y a plutôt eu en France, d'ailleurs, comme dans le reste de l'Europe, presque partout, c'est une adhésion assez forte finalement. Les forces anti-européennes sont très minoritaires, seront très minoritaires au Parlement européen, contrairement à ce qu'on attendait. Cette vague populiste qui était annoncée ne s'est pas produite. Il y a peut-être eu ça aussi au titre des motivations de l'électorat. Mais je crois que le Brexit vraiment a joué un rôle d'épouvantail assez fort. Enseignement plus local à retenir de ces élections. 3 Yvelinois font leur entrée au Parlement européen. Il n'y en avait aucun lors de la précédente mandature depuis 2014. François-Xavier Bellamy, en tant que tête de liste LR, était quasi certain de siéger à Bruxelles et Strasbourg. Les choses étaient moins sûres pour la conseillère régionale Mathilde Androuet, en 22e position sur la liste Rassemblement National. Elle devient finalement eurodéputée. Mounir Satouri, également conseiller régional et élu d'opposition aux Mureaux, profite du bon score de sa formation Europe Écologie Les Verts pour devenir député européen. Alors justement, comment les Yvelinois ont-ils voté pour ce scrutin des européennes? Nicolas Dandry de la rédaction de TV78 pour y répondre. Alors, quel est l'enseignement à tirer sur ce département des Yvelines, Nicolas? Eh bien, Grégory, contrairement au niveau national, c'est une victoire de la République En Marche dans le département des Yvelines. La liste Renaissance, soutenue par le MoDem, a obtenu près de 30% des voix, 15 points devant Europe Écologie Les Verts. Le parti du président de la République s'impose dans plusieurs des plus grandes communes des Yvelines, comme vous le voyez à Saint-Germain-en-Laye, avec plus de 39% des voix. Écoutez les réactions de la députée de la 11e circonscription des Yvelines, Nadia Hay, et du référent La République En Marche du département. Aujourd'hui, on a montré que nous étions aussi, qu'il fallait compter avec nous dans la sphère politique, que nous étions là, bien présents, que nous avions des électeurs aussi qui nous étaient fidèles. Et je crois que le département des Yvelines a aussi des enseignements à tirer de ces élections. C'est un échec patent pour la droite traditionnelle, conduite par Bellamy. Localement, dans les Yvelines, on voit très bien la lassitude de l'électorat pour le parti historiquement présent ici, les Républicains. C'est surtout un message important que les positions politiques prises par les Républicains depuis quelque temps ne sont pas du tout en adéquation avec les attentes des citoyens des Yvelines. Et est-ce qu'il y a des surprises, Nicolas, pour ce scrutin au niveau des Yvelines? Comme au niveau national, la surprise, elle vient d'Europe Écologie Les Verts. La liste de Yannick Jadot arrive à la seconde position dans le département avec 14,72% des voix. Elle double quasiment son score réalisé lors des dernières élections européennes en 2014 avec 7,66% des suffrages. Et les Yvelinois auront un représentant, comme vous l'avez dit, l'écologiste Mounir Satouri.
la sensibilité de nos concitoyens sur la question de l'agriculture biologique, la sortie des pesticides est présente dans l'esprit des Yvelinois. Et puis je crois que les Yvelinois en ont à la fois marre du règne sans partage de la droite LR, et le score en est une démonstration, et que jusque-là, la dynamique de la République en marche, si elle a marché pendant les législatives, je crois qu'il y a beaucoup de déceptions. À noter pour la gauche le score de Beudouin-Hamon à Trappes. Il arrive en tête sur la commune avec près de 26% des votants devant la liste du Rassemblement national à 15,64%. C'est un meilleur score qu'au niveau national pour lui. Et pour le Rassemblement national qui arrive en tête au niveau français, qu'en est-il dans les Yvelines ? La liste de Jordan Bardella arrive en troisième position. Le parti de Marine Le Pen récolte 14,36% des suffrages. Il poursuit son implantation malgré tout dans le nord du département autour de Mantes-la-Ville, la zone périurbaine. Le Rassemblement national arrive en tête dans cette ville récoltant plus de 26% des voix. Pour rappel, c'est la seule commune francilienne dirigée par une majorité RN. Le mouvement souverainiste fait entrer, comme vous l'avez dit aussi, dans les titres une Yvelinoise au Parlement européen, Mathilde Androuet, et on l'écoute. Le signe positif qui concerne le Rassemblement national en lui-même, c'est le fait qu'autour de Mantes-la-Ville, nos scores sont bons et on est en tête. Donc je pense qu'en l'occurrence, quand on plante un drapeau Rassemblement national à un endroit, il fait des petits, et je pense que c'est la meilleure preuve que nous essayons de nous adopter. La déroute est là aussi, c'est une surprise, Nicolas, elle vient du parti Les Républicains. Et vous le savez, Grégory, les Yvelines, c'est un bastion historique de la droite. Un Yvelinois portait la liste des Républicains pour ce scrutin, François-Xavier Bellamy, aussi adjoint au maire de Versailles. Pourtant, il arrive en 4e position, même si le résultat est plus élevé qu'au niveau national, avec plus de 12% des votants. Dans sa commune, il termine derrière La République En Marche et le MoDem, avec 27,66% des voix contre 29%. C'est une surprise pour les Républicains yvelinois. Écoutez la sénatrice Sophie Primas et le président de Saint-Quentin en Yvelines, Jean-Michel Fourgousse. Je vais être très honnête, les sondages nous donnaient à 13. Je pensais en fait même que les sondages étaient sous-estimés. Je trouvais qu'il y avait une belle dynamique qui s'était mise en place autour de la candidature de François-Xavier Bellamy. Évidemment, c'était une surprise, une mauvaise surprise, mais plutôt une surprise pour moi. C'est pas dans ces moments-là qu'il faut décider de son avenir. Je pense qu'il faut reprendre sa respiration, qu'il faut se poser un petit peu, qu'il faut beaucoup consulter tous ceux qui, dans notre parti ou maintenant à l'extérieur du parti, ont une voix qui compte pour la droite républicaine. Moi, je conserve la conviction qu'on a une nécessité, aussi étroit soit le chemin, d'avoir un parti républicain entre le Rassemblement national et En Marche. Il faut du parler vrai des élus, il faut créer de la confiance, il faut rassembler les gens, mais plus que d'aller exploser tout le monde et éclater la France comme elle l'est aujourd'hui, je la trouve très divisée, et il faut créer la confiance. Créer la confiance, c'est pas cela, c'est vraiment d'abord parler vrai aux gens, tenir compte de leurs différences. À noter aussi la réaction par communiqué de presse du président de la Fédération Les Républicains des Yvelines, Pierre Bédier. Il dénonce selon lui le duel construit par le président de la République pour créer un duel face au Rassemblement national, et appelle ensuite à l'unité de ses partenaires centristes pour réunir un parti de centre et de droite. Stéphane Manson, comment vous expliquez, vous, cet échec du parti Les Républicains, notamment dans les Yvelines, parce que, comme je l'ai dit au début, c'est un département profondément ancré à droite. C'est un désastre, et il n'y avait pas de raison que les Yvelines soient à l'abri de ce désastre national. C'est vrai, vous l'avez dit, les Yvelines sont une terre traditionnellement très ancrée dans la droite traditionnelle, la droite parlementaire, la droite de gouvernement. On voit que le Front National se consolide dans le nord du département, ce qui est très étonnant, et puis même à Versailles, où on voit que les Républicains ne sont même pas en tête. Mais ça, qu'est-ce que vous voulez, ça, c'est un désastre qu'on voyait arriver. On sait que à peu près 20 à 30% des électeurs, les Républicains au plan national, sont plutôt partis vers la République En Marche. On sait qu'une part à peu près équivalente, c'est plus variable, se dirige plutôt vers le Rassemblement national. La voie est extrêmement étroite. Et quand j'entends Wauquiez et les éléments de langage et de communication des Républicains depuis hier signaler que tout est de la faute de Marine Le Pen d'un côté, Emmanuel Macron de l'autre,
Il faudrait peut-être aussi que ces gens se regardent eux-mêmes. Ce duel Macron-Le Pen, il est à l'avantage de chacun des deux. Je crois qu'il était parfaitement légitime. Chacun avait une vision de l'Europe extrêmement claire, extrêmement antagoniste par rapport à l'autre. Donc il y a un peu de montage politique, mais je crois que ce face-à-face était parfaitement légitime. Alors les Républicains, écoutez, on verra, mais à 8, les choses s'annoncent extrêmement compliquées. Merci Stéphane Manson, professeur de droit public à l'UVSQ. Merci à Nicolas Dandry pour tous ces éléments sur les élections européennes. Dans l'actualité du week-end, il y avait aussi une marche pour le climat. Plusieurs villes de France y ont participé samedi. Et à Saint-Quentin-en-Yvelines, c'était une première. Le reportage de Mélanie Poquet et Patrick Jacques de Dixmude. Une lettre pour les élus de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. On a mis une adresse internet où les élus peuvent nous répondre et même nous inviter s'ils le souhaitent. Postée à l'occasion de la première marche pour le climat à Saint-Quentin-en-Yvelines. Elle était organisée par un collectif de 48 associations locales. 60-70% des actions se font au niveau local. Donc c'est au niveau local qu'il faut agir en premier. Voilà, donc c'est très important que les Saint-Quentinois se mobilisent. Et les Yvelinois, là c'est une marche des Yvelines. Cette marche était prévue au lendemain de la deuxième grève mondiale des jeunes, partie de la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines, avec près de 300 manifestants selon les organisateurs. Une marche, c'est pas ce qui va ramasser les déchets ou directement. En fait, c'est plus quelque chose qui va sensibiliser les gens, qui vont se dire c'est quelque chose qui prend de l'importance. Et c'est grâce avec ce genre d'événement qu'on peut, recruter les gens pour faire toutes les autres actions. Il faut aussi préserver tout ce qu'il y a comme verdure encore autour de nous, comme culture. C'est un peu une opération survie maintenant. On a des enfants, on aimerait qu'ils grandissent sur une belle planète. La prochaine marche devrait avoir lieu à Versailles à l'occasion du sommet de l'ONU le 23 septembre. Et un nouvel invité avec moi en plateau, c'est Grégory Garistier. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes maire Les Républicains de Maurepas, également vice-président de Saint-Quentin-en-Yvelines en charge de la stratégie commerciale. Alors l'agglomération a lancé une grande étude urbaine pour redynamiser la zone commerciale Maurepas-Coignères. Les deux communes ont en commun cette zone commerciale qui comprend Paris-Ouest, le forum Gibet et les portes de Chevreuse. Juste pour présenter déjà cette zone, elle est stratégique pour ces deux communes, Coignères et Maurepas, et pour le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Très stratégique, puisque vous le savez, Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est le premier pôle commercial des Yvelines et qu'on a deux grands pôles majeurs. Le premier étant celui de Plaisir et les Clays, et le deuxième étant celui de Maurepas et de Coignères, avec les zones que vous venez de citer. C'est à peu près 500 millions de chiffres d'affaires, 4300 emplois, donc ce qui n'est pas rien, en effet, donc c'est stratégique pour le territoire. Et pourquoi il convient aujourd'hui de repenser cette zone ? Quels sont les problèmes qui se sont présentés à vous sur cette zone ? Alors en tant que vice-président, j'avais souhaité qu'on réponde à un appel à projet de l'État sur repenser la périphérie commerciale, avec justement des zones commerciales qui sont en désuétude et qui ont besoin d'être dynamisées. Et il se trouve que, vous savez, en tant que maire, j'ai lancé la construction d'un écoquartier qui s'appelle l'écoquartier des 40 arpents dans la zone d'activité Paris-Ouest. Donc je fais du renouvellement urbain où on va construire du logement, des équipements publics, des parcs urbains. Et on a été retenu aussi grâce à cette volonté par l'État qui nous aide financièrement avec un cabinet d'études à repenser globalement les trois zones dont vous venez de parler. Donc, c'est un concours national qui a été lancé par le ministère de la Cohésion des Territoires. Exactement, un concours national. Donc il y avait 24 dossiers qui avaient été déposés et 6 lauréats. Donc on travaille en groupe avec les 6 lauréats, notamment la métropole de Marseille, Aix-en-Provence, celle de Limoges également. Donc c'est très constructif et aujourd'hui on s'aperçoit qu'on est sur des zones d'activité, notamment Paris-Ouest, qui est à 2 tiers sur Maurepas et 1 tiers sur Coignères, qui ont plus de 40 ans. Et qui ont besoin d'être repensés en lien avec le forum du Gibet et les portes de Chevreuse. Et aujourd'hui, quels sont les objectifs que vous affichez ? Comment mettre aussi en œuvre ce projet ? Alors, on a des objectifs quand même qui sont assez ambitieux, puisque je le rappelle, c'est 16 hectares qui sont concernés, 251 magasins. Alors après, si on est sur le périmètre opérationnel, c'est 151 magasins à peu près. Mais on a un objectif qui est déjà de refaire la ville sur la ville, c'est-à-dire de la repenser sur elle-même et d'aborder, j'allais dire, des éléments d'aménagement qui nous permettent de nous diriger vers l'innovation environnementale et durable, c'est-à-dire d'imaginer les zones d'activité du futur. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on est avec des problématiques aussi qui sont liées à la mobilité. Les zones commerciales ne communiquent pas entre elles.
On a des identités qui sont totalement différentes. Pourquoi pas peut-être rassembler sous un même nom ces pôles commerciaux, mais ça viendra dans un autre temps. Donc on est accompagné par un cabinet d'études qui aujourd'hui s'axe sur des enquêtes terrain. Donc aujourd'hui on a des enquêtes terrain auprès des clients, des consommateurs, mais aussi des directeurs d'enseignes. Et on aura une autre partie qui sera sur la concertation publique. Ça, il y a différents temps de concertation. Voilà, qui sont prévus. exactement. Le premier arrive sur le vide-grenier de Maurepas le 2 juin, celui de Coignières le 9 juin, exactement. Et le 8 juin, on sera sur le centre commercial d'Auchan à Paris-Ouest. Il y a également une enquête en ligne qui est prévue jusqu'au 17 juin. Exactement, Made in Vote. Donc j'invite évidemment tous ceux qui nous regardent à y répondre, tous ceux qui sont concernés. Là, c'est vraiment on demande l'avis justement des consommateurs qui vont sur leur lieu d'achat pour demander leur avis de qu'est-ce qu'ils pensent de cette zone commerciale, qu'est-ce qu'il faudrait modifier, les avantages comme les faiblesses, pour nous aider ensuite l'année prochaine à calibrer des scénarios opérationnels pour après se lancer dans les 15 années qui viennent dans une restructuration assez lourde. Alors très rapidement, je voulais également avoir votre réponse sur cet autre sujet qui est la piscine intercommunale qui doit voir le jour pour votre commune et celle d'Élancourt. Elle sera en lieu et place de l'ancien centre aquatique qui est fermé depuis 4 ans et les travaux de démolition ont démarré, c'est ça? Oui. Est-ce qu'on est dans les temps? On est dans les temps aujourd'hui, malgré les 10 recours qu'ont lancé mon opposition et heureusement ils ont été même condamnés par la justice du fait d'avoir lancé des recours complètement abusifs. Et aujourd'hui, on voit enfin la lumière, j'allais dire, puisque la déconstruction a commencé du bâtiment. Tout est fait dans les règles avec une entreprise qui est bien habilitée. Et ensuite, en parallèle, on mène les négociations avec les candidats qui ont déjà été retenus. Pour le concessionnaire. Pour le concessionnaire, voilà. Donc on va bientôt arriver dans la période de négociation dans quelques jours, pour ensuite une sélection d'ici l'hiver et une reconstruction de l'équipement au premier semestre 2020 pour une livraison comme prévu en 2021. Alors les autres travaux du moment à Maurepas, deux principalement, c'est la réhabilitation du centre-ville et l'extension du groupe scolaire de l'Agio. Vendredi, la conseillère régionale Anne Cabri est venue représenter la présidente Valérie Pécresse sur place au programme visite des 2 chantiers subventionnés en partie par l'Île-de-France. Dans le cadre du contrat d'aménagement régional, la collectivité a accordé 1 million d'euros de subventions à Maurepas. On écoute à ce propos Anne Cabri et c'est au micro de Marilène Yapichino. C'est des projets que doit porter la région pour permettre aux collectivités d'aller au bout de leurs projets, parce que vous savez très bien qu'aujourd'hui les dotations ont baissé et que la région subventionne à hauteur du plafond maximum, là, pour le cas 1 million d'euros, en permettant aux collectivités et à Maurepas d'aller au bout de ces projets. Il faut qu'on accompagne les maires et c'est sur des dispositifs très divers. Grégory Garissier, pourquoi ces travaux sont primordiaux pour la ville de Maurepas? Alors déjà, je remercie évidemment Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, et Anne Cabri d'avoir porté les dossiers, parce que c'est vrai que c'est une vraie aide pour la collectivité. Et pourquoi ils sont primordiaux? Alors, primordiaux, déjà, l'école de l'Agio, j'ai hérité quand même d'un patrimoine qui était très abîmé, qui n'avait pas été rénové depuis des années, et la priorité, ce sont les écoles. Et l'école de l'Agio était la plus abîmée, la plus vétuste, on avait des fuites un peu partout. Et donc là, on a un vrai projet de créer un groupe scolaire en additionnant l'école maternelle et l'école élémentaire. Et là, on a gardé finalement le squelette et on change tout. On est vraiment sur une école, j'allais dire, du futur, dans le sens où on va revoir les salles de motricité, on est sur le thème de l'origami, une démarche environnementale aussi assez forte, puisqu'on va créer des serres aussi dans les classes pour la démarche développement durable pour les enfants. On voit tous les locaux, la salle de restauration avec des plafonds anti-bruit, même de la musique pour détendre. C'est important aussi pour nos enfants d'étudier dans de bonnes conditions, comme pour les enseignants, et pour le centre-ville aussi, primordial, un centre-ville hérité des années 80, qui avait été renouvelé une seconde fois dans les années 80. Il y a un manque de visibilité pour les commerces de proximité, un manque d'accessibilité pour les commerces et pour également les habitants. Et également, on va y refaire tous les éclairages, le mobilier, le sol, les espaces verts. On va replanter des arbres. Bref, on se lance dans des aménagements qui étaient utiles pour les commerces de proximité, mais aussi pour retrouver un cadre de vie, j'allais dire, plus qualitatif de ce qu'il était auparavant. Et c'était en effet
une vraie priorité, d'autant plus qu'avec l'ensemble des subventions, l'opération finalement sur le centre-ville nous coûte 600 000 € à la charge des Morpasiens sur 1,3 million quand même, et l'école de l'Agio 4,7 millions, et elle ne coûtera que 2,6 millions avec l'ensemble des subventions qu'on aura et la vente du terrain qui sera à côté de la maternelle pour faire des petits pavillons à côté. Voilà. Merci à Grégory Garistier, maire Les Républicains de Morpa, également vice-président de Saint-Quentin en Yvelines. Le sport, c'est tout de suite dans ce journal. La chronique sport, comme tous les lundis, de Mickaël Elmidoro et ses résultats. Une fois n'est pas coutume, Mickaël, on parle gymnastique pour commencer. Les championnats de France par équipe étaient organisés pendant 3 jours au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Parmi les 1500 gymnastes présents, des sportifs de la GEM Élancourt-Morpa ont concouru en division nationale 1. Après une après-midi de compétition intense, les gymnastes de la GEM Élancourt-Morpa terminent à la 5e place et arrivent à se maintenir dans le championnat de division nationale 1. L'objectif du club avant le début de la compétition. Un super résultat également pour la GEM Élancourt-Morpa qui a également remporté une médaille de bronze en DN4, un classement qui n'était pas forcément espéré. Un très beau week-end pour la GEM. Également du football, Mickaël, et de la Régionale 3. Exactement, Trappes recevait à Les Mureaux lors de l'ultime journée de R3. En cas de victoire associée à une défaite de Boulogne-Billancourt, les trappistes pouvaient être champions. Une source de motivation pour les joueurs qui mènent rapidement 1, puis 2, puis 3-0 après une première période spectaculaire. Ils s'imposeront finalement sur le score de 4-1 et sont champions de la division. On écoute les réactions. On récupère cette première place qu'on a occupée les 3 quarts de l'année, ça fait vraiment plaisir, tout le mérite en revient aux joueurs, au staff aussi qui m'accompagne, à la direction qui m'a fait confiance cette année. Et vraiment fier aussi de terminer meilleure défense de la Ligue de Paris. Sur la saison, on a encaissé 12 buts, c'est énorme, c'est énorme, c'est vraiment peu. Et c'est une grosse saison, hein. C'est 0,5 buts par match, c'est ce qui a fait notre force cette saison. Très fier de tant d'années qu'on cherchait ça. Le club, il y a eu beaucoup d'investissements de joueurs, d'efforts, de sueur, de rigueur et très fier de faire vraiment monter ce club, moi, l'équipe. La Régionale 2, un niveau attendu par les trappistes depuis 35 ans. Imaginez Grégory pour réussir sa saison prochaine. Le staff veut conserver son groupe en y ajoutant de l'expérience avec un objectif en tête, bien sûr, le maintien. Merci Mickaël, plus d'actualités sportives à suivre dans un instant dans votre émission. Le 7-8 Sport, c'est la fin de ce journal. Belle soirée avec TV78.